Bonsoir à tous et à toutes. Le temps de adapter le matériel. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et nombreux ce soir, d'avoir été radical dans votre choix de préférer une conférence en intérieur plutôt qu'une terrasse en extérieur. À moins que radical veuille pas vraiment dire ça. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est de repartir avec des clés de compréhension sur ce terme qui est effectivement utilisé pour disqualifier, qui est aussi utilisé pour séduire des publics. C'est un terme qui est honnêtement utilisé à tort et à travers. Et ce qu'on a voulu faire ce soir, c'est un peu remettre l'église au milieu du village et de faire en sorte d'être le plus clair possible. C'est une grosse ambition quand même, mais d'être le plus clair possible sur ce terme qui est vraiment pour le coup utilisé à tort et à travers. Je pense que vous êtes lectrices et lecteurs, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, peut-être un peu moins, téléspectatrices, mais vous sentez que aussi bien pour des militants que pour des politiques, que pour le monde associatif, que pour des élus de tous bords, ce terme est à chaque fois utilisé, notamment pour discréditer. C'est pas la seule manière de l'utiliser, mais ce soir, on va essayer de faire en sorte que quand on évoque ce terme de radical, on puisse se dire collectivement non, c'est pas vraiment radical. Quand quelqu'un vous dira ça c'est radical, non, c'est pas vraiment radical, parce que radical, peut-être que c'est plutôt ça ou ça. Voilà l'ambition qu'on va se donner ce soir. Et pour répondre à cette ambition, on a la chance d'avoir avec nous ce soir Réjeanne Sénac. Bonsoir, avec le micro. C'est mieux. On n'est pas radical au point de plus prendre de micro. Ça, on a nos limites quand même. Vous êtes directrice de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po, où vous enseignez, et vous êtes notamment autrice, et c'est un livre qui m'a énormément servi pour ce soir, de Radical et Fluide, qui est sorti Sciences Po Les Presses en 2021. Voilà. Et aussi Comme si nous étions des animaux au Seuil en 2024, où vous vous intéressez au mouvement animaliste, antispéciste. Voilà. Donc, et vous êtes, on peut dire, vous êtes une grande connaisseuse, en France en tout cas, de ce terme et de ce concept de radicalité. Et François Cusset à vos côtés. Bonsoir François. Bonsoir. Avec le micro, bonsoir. Toujours aussi mieux. Vous êtes historien des idées, professeur à l'Université de Paris-Ouest Nanterre, vous êtes spécialiste d'histoire intellectuelle et politique, et vous êtes notamment, je vais continuer à faire la pub, l'auteur de ce livre qui est sorti l'année dernière ? Il y a 2 ans. Ah, 2 ans déjà, ok. Qui s'appelle La haine de l'émancipation, et on fera des petits rapprochements entre émancipation et radicalité ce soir, vous le verrez. La première question, c'est un peu une question de facilité, mais pas que, et c'est la question du soir, comme ça va vous permettre de rentrer dedans direct, c'est qu'est-ce qu'être radical pour vous en 2025 ? Si vous aviez un exemple ou deux à nous donner, ça nous permettra d'entrer dans le bal. Et je veux commencer avec vous, Réjeanne. C'est quoi être radical aujourd'hui ? Alors, vous venez de dire que c'était piégeux et que c'était polysémique. Je ne l'ai pas dit aussi bien que ça. Je l'ai dit avec mes mots, un peu moins intello, mais c'est ce que j'ai voulu dire en tout cas. Ouais. Et après, vous nous mettez en position de devoir donner une définition simple à travers des exemples, mais je vais jouer le jeu. Et je me réjouis en tout cas, et merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de revenir à Bordeaux. Je vais faire un peu, voilà, moi je viens du sud-ouest, j'ai fait ma prépa à Bordeaux, ça a beaucoup changé, hein, là je fais ma vieille. Mais en tout cas, c'est très sympa. Et voilà, donc ce terme, comme d'autres termes, sont utiles pour moi si on prend le temps de discuter. Alors, de se disputer, je crois qu'on ne va pas trop se disputer. Je crois qu'il y a un petit entre-soi ici. Mais ouais, je ne vous permets pas, là. Sinon, c'est bon, on peut se disputer, mais dans un cadre libéral. Voilà. Donc, c'est intéressant si on voit en effet que ça ne fait pas écran à la discussion. Voilà. Donc, je crois que là, c'est pour ça que c'est intéressant ce soir. Alors, pour vous répondre, moi, j'ai appelé mon terme radical et fluide au sens vraiment étymologique de radical, c'est-à-dire travailler sur les causes, sur les racines, avec l'idée que les 130 responsables d'associations et activistes féministes, antiracistes, écologistes, pour la justice sociale et antispéciste, c'est-à-dire qui remettent en cause la hiérarchisation des espèces animales avec l'espèce humaine qui se met au-dessus de toutes les autres espèces animales, ce qui justifie l'appropriation des animaux non humains. Donc,
à partir de cette enquête-là, moi, ce qui m'intéressait... Que vous résumez dans ce livre, je le répète, voilà, pour les personnes qui l'auraient pas lu. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir ce qu'ils ont en commun. Parce que très souvent, on va plutôt travailler sur les tensions entre les féministes, les antiracistes, la justice sociale, justice écologique. Voilà. Et ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils considèrent qu'on ne peut pas avoir d'action efficace si on ne travaille pas sur les causes des injustices, des inégalités. Donc, ce n'est pas la radicalisation ou souvent la manière dont on va connoter le rapport à la radicalité comme une sortie de piste de la démocratie, comme quelque chose qui avait à travers des répertoires d'action qui sont contradictoires avec l'exercice de la raison, où on va être plutôt dans l'usage de la violence. Alors que moi, c'est absolument pas la manière dont j'entends ce terme à travers dans cet ouvrage. Puisque dans cet ouvrage, il y a l'idée que si on veut vraiment appliquer les principes démocratiques de liberté et d'égalité, qui sont aussi dans notre devise républicaine comme centraux, et on pourra rajouter la solidarité, il faut travailler sur les raisons pour lesquelles aujourd'hui on proclame ces principes, mais on vit encore des inégalités et des violences. Donc, être radical, c'est être, dans ce sens-là, éminemment démocratique, puisque c'est se donner les moyens d'appliquer ces principes à toutes et à tous. Et ensuite, la question du répertoire d'action, elle est bien sûr utilisée, mais plutôt dans une logique de diversité tactique, où on va à la fois travailler sur le droit, le plaidoyer, on va à la fois faire de la désobéissance civile. Voilà. Donc, je vais donner un exemple rapidement, parce que c'était quand même la consigne. J'ai eu l'air de pas du tout écouter la consigne, mais en fait, si. Vous êtes radical. Là, de mon enquête que je viens de faire et qui va faire l'objet d'un prochain bouquin qui sort, qui s'appellera « Par effraction, rendre visible la question animale » chez Stock Philo Magazine en septembre. Et donc, j'interviewe donc des activistes antispécistes et animalistes qui me disent, en fait, l'image qu'on a de l'animaliste radical, antispéciste, c'est avec un masque, une cagoule. Et qui va dans les abattoirs pour bloquer les abattoirs, qui casse les vitrines des bouchers. Voilà. Alors que ce qu'il y a de plus radical au sens de travailler sur les causes de l'exploitation des animaux non humains par les humains, c'est d'aller devant les abattoirs. En particulier, il y a eu des événements qui s'appelaient les Nuits debout devant les abattoirs, qu'ils ont relancé là d'ailleurs, et d'aller faire le lien avec les éleveurs, discuter avec les éleveurs pour discuter ensemble du fait que en fait, ces exploitations, cette appropriation, la violence, c'est pas lié à des individus ni les ouvriers d'abattoirs qui eux-mêmes subissent des conditions de travail très difficiles, ni les agriculteurs, mais à un système d'exploitation. Et donc, ce qui est radical, c'est d'arriver à faire alliance avec ces éleveurs. Et il y a une très belle histoire, par exemple, des éleveurs qui ont fait une conversion, je vais m'arrêter là. Ils ont créé de ce fait-là, les animalistes, un refuge pour recueillir ces animaux. Enfin, voilà. Donc, c'est ça la radicalité, c'est de travailler vraiment sur les causes et sur la manière de déconstruire ces structures de domination. Donc là, vous battez déjà en brèche pas mal de choses qu'on entend et qu'on a l'habitude de dire. En fait, on a tendance, et je l'ai fait en introduction exprès, bien sûr, c'est d'allier radicalité et extrémisme. Là, ce que vous me dites là, c'est que c'est pas du tout ça. François Cusset, là-dessus, vous êtes d'accord ? Oui, c'est bon. Bonjour, bonsoir tous. C'est très intéressant ce que Réjeanne vient de dire. Moi, je ne vais pas être radicalement précis dans ma définition de radical. Je pense que c'est impossible, en fait, et il vaut mieux pas. On va tourner autour. C'est une danse avec ce mot qu'on va essayer de faire. Mais peut-être, avant de donner un exemple, après un exemple à ses limites, mais un petit zoom arrière historique. D'où nous vient l'obsession très contemporaine pour ce mot. Parce qu'un mot n'est pas là que par effet de mode. Il y a des effets de mode, bien sûr. Il a aussi des raisons historiques plus sérieuses d'être là, d'être très présent. Peut-être, il y aurait 3 cadres historiques, un très proche, un de quelques décennies et un carrément de plusieurs siècles. Le très proche... On a 1 heure, vous vous souvenez ? Ouais. Non, okay, on va... 3h du matin, c'est bon ? Ouais. Ok. Non, mais pour le faire très très vite, le très très proche, c'est juste que on est tous dans la merde. Pardonnez-moi, excuse my French. On vit un moment politique mondial catastrophique.
et pas catastrophique au sens d'un accident préparé de longue date, mais une sorte de convergence là, a lieu, inédite, qui fait d'ailleurs que ce mot radical, on pourrait considérer que les supporters de Trump qui envahissent le Capitole en 2021 sont radicaux. On peut considérer que certains néoconservateurs déchaînés, hystériques, sont radicaux, et que, voilà, vous voyez, le mot radical, on peut l'employer pour les gens d'en face, et on peut aussi dire, finalement, que si se font face aujourd'hui, sur la scène du monde, un capitalisme radicalisé, là, moi, vraiment j'emploie le mot, c'est-à-dire pour le coup qui a abandonné toute tentative de compromis, et une alternative qui n'en est pas vraiment une, mais qui est soit religieuse, soit doctrinaire, de valeur, quoi, et qui est quand même à droite ou à l'extrême droite, et c'est pas une alternative parce que les deux font alliance, vous avez remarqué, c'est cette alliance-là qui domine aujourd'hui. Alors, la radicalité dont on va parler, qui est plutôt en face, qui est plutôt du côté du progrès et de l'émancipation, déjà est le seul début de réponse possible ou d'attitude face à ça, dans ce moment historique où nous sommes. Les deux autres cadres historiques, je fais très vite, pas de souci. L'autre, c'est le fait que le mouvement social, hein, les forces de progrès d'émancipation, elles se battent à différents moments historiques pour conquérir de nouveaux droits, pour être reconnues ici ou là, pour changer les choses. Ce combat fait face depuis plusieurs décennies, sans doute depuis après la Deuxième Guerre mondiale, à un type de stratégie du pouvoir pour l'arrêter, pour le limiter, pour le contenir, qui consiste à déclarer ce mouvement social, ces mouvements sociaux, dangereux, risqués, tentés par la violence, en d'autres termes, dans le langage du pouvoir, radicaux. Et que du coup, pointé comme radical ou en train de se radicaliser un mouvement social de gauche, vous avez vu l'espèce de parallèle que ça fait avec les djihadistes en prison, vous voyez, donc ça va assez vite pour justifier une opération de répression qui n'est pas que policière, hein, qui est générale. Donc on a fait ça, voilà, ça fait 80 ans qu'on fait ça. On appelle violent ce qu'on s'apprête à réprimer avec une certaine violence. Puis, on avance un petit peu, du coup on ne respecte pas, mais c'est les écoterroristes dont on a parlé après Sainte-Soline, la lutte qui a eu notamment portée par le mouvement Soulèvement de la Terre, merci, contre les méga-bassines, je vais y arriver. Le terme écoterroriste est ressorti là, notamment du ministre de l'Intérieur. C'est ce que vous décrivez là. C'est traiter violemment des gens qu'on a traités violemment. Moi, le seul exemple que je m'apprêtais à prendre, c'est évidemment un exemple de militants écologistes. Pourquoi le seul ? C'est évidemment pas le seul terrain sur lequel la radicalité existe, parce que justement, dans le répertoire d'action, pour le coup, ce sont les modalités d'action les moins directement violentes, les moins physiquement violentes. Je pense que le maximum de violence qu'un militant écologiste, effectivement, c'est un pavé dans une vitrine de boucherie pour un militant antispéciste. Mais ce sont pourtant eux qui sont effectivement désignés comme porteurs d'une violence virale, contagieuse. Donc, d'ailleurs, moi, je donne comme exemple, parce que je pense que ça amène le corps. Il y a une histoire du corps dans la radicalité. Le militant écologiste qui se colle la main sur le bitume d'un tronçon autoroutier, soit en construction, soit déjà construit. Hein. Si c'est en construction, il y a eu quelques cas récents dans cette région. Si c'est déjà construit, alors c'est beaucoup plus dangereux pour lui, et pour eux, parce qu'ils sont toujours plusieurs, on ne fait pas ça seul. Les gens pressés d'aller au travail ou de revenir chez eux dans leur gros 4x4 rutilant, et très agacés par le fait que le type a la main collée, donc ça va prendre un certain temps pour le dégager, se retrouve face à un militant qui ne peut pas bouger. Qu'est-ce qu'on fait face à un militant qu'on déteste et qui ne peut pas bouger ? Je vous laisse deviner. Voyez. Donc c'est une prise de risque physique, c'est vraiment s'offrir à la violence de classe, pour le coup, pour dire quelque chose qu'on pourrait dire avec des mots, qu'on pourrait dire en manifestant, qu'on dit en écrivant, en parlant, mais qu'on choisit là de dire avec cette prise de risque physique qui n'est pas une métaphore. C'est-à-dire, oui, nos vies sont collées à la route, mais là, c'est collé, c'est pas une métaphore. Vous voyez, c'est vraiment... Donc voilà, il me semble que c'est mettre son corps et sa vie en accord avec un projet politique et de lutte qui nous amène du côté de ce que pourrait vouloir dire radical. Du coup, je reste un petit peu avec vous et je reviendrai avec vous ensuite, Régène. Est-ce qu'on peut être forcément... Peut-on être radical dans les idées, les mots, mais pas dans les actes ? Là, vous êtes en train de nous dire que non. Il faut qu'il y ait les deux. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait les deux ou pas forcément ? Parce que si je prends votre exemple et mon exemple,
on peut être radical dans les mots et dans la parole, mais on va pas forcément se coller une main demain sur la 69 si l'État décide de remettre le chantier en marche, par exemple. C'est sûr. Je ferai une réponse double, mais ça ne veut pas dire duplice à ça. C'est-à-dire que d'un côté, il me semble, c'est l'intuition de départ, que si le mot radical désigne une donnée quantitative et pas qualitative, c'est-à-dire une certaine façon d'aller jusqu'à un point plus avancé de la lutte, de la résolution, de l'engagement de sa vie dans quelque chose, alors c'est aller au-delà du discours, de la discussion et de la délibération. Et radical, toute action, individuelle ou collective, venant de gens qui ne croient plus entièrement, voire plus du tout, qu'on puisse régler le problème ou faire avancer les choses en parlant. Je vous coupe, je me permets de vous couper pour faire réagir Régène Sénac. Est-ce que c'est ça que vous avez vu, entendu, compris dans les 130 responsables d'associations que vous avez interrogés? C'est des personnes qui, prenons des associations comme Alternativa, des associations féministes, antispécistes, ce sont des personnes qui ne croient plus en la parole publique, en la discussion avec le pouvoir, c'est ça? En tout cas, il y a une véritable défiance vis-à-vis des modes classiques d'engagement, en particulier de la délégation à des élus, de la représentation dans ce qu'on appelle les corps intermédiaires, hein, que ce soit les syndicats, les partis ou même les associations. Au départ, je me suis dit que j'allais interviewer donc des responsables d'associations et j'ai fait aussi beaucoup d'activistes habitants de ZAD ou des blogueurs, voilà, parce que l'activisme est beaucoup moins enserré ou pas exclusivement dans des associations déterminées. Là-dessus, je trouve que c'est intéressant parce que ce côté où il y a beaucoup d'activisme à travers la prise de l'espace public. Nuit debout en était exemplaire, les Gilets jaunes, Extinction Rébellion, les collages contre les féminicides, les Fémènes. Enfin, on voit bien qu'il y a cette idée en fait que on porte de la voix, mais aussi à travers son corps, sa présence, à travers des écrits. Donc il y a cette idée que le langage, il n'est pas du tout absent, mais il est crié, il est partagé quand on est sur un rond-point, quand on fait des débats sur les places, quand on porte des slogans sur son corps. Voilà, donc il y a un usage des mots qui implique le fait de prendre l'espace, alors que ce soit physiquement, concrètement, mais aussi virtuellement à travers les hashtags. MeToo, Black Lives Matter, on veut respirer. Donc il y a vraiment, je trouve qu'il y a encore un pouvoir des mots qui est très fort, mais qui va s'exprimer différemment. Et là, je trouve par exemple très intéressant l'exemple de Cédric Héroux. Cédric Héroux, paysan de la vallée du Roya, que vous devez connaître. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... Est-ce que vous pouvez juste raconter son histoire pour que tout le monde soit au courant? Alors, c'était quelqu'un qui habite dans un... Enfin, il habite toujours d'ailleurs, qui habite dans un endroit qui a un statut juridique très particulier dans les Alpes, puisque les personnes qui arrivent, les réfugiés, les immigrés qui arrivent sur ce territoire ne sont pas vraiment reconnus comme étant en France. Et ils arrivent épuisés après avoir fait cette traversée. Et lui, spontanément, il les aide. Au départ, alors qu'il est affilié à aucune asso, voilà, il les aide parce qu'il les voit arriver, ils ont soif, ils ont faim. Et puis petit à petit, puisqu'ils sont quand même assez nombreux, ils structurent avec des collectifs. Et il est poursuivi pour aide à personnes en situation irrégulière. Il est même condamné. Et donc, ça va prendre... C'était en quelle année, ça? Ça va prendre des proportions. Alors, il a fait un recours, finalement, donc c'est autour des années... avant 2020. Et il fait un recours dans notre plus grande, le plus haut niveau d'instance juridique, au Conseil constitutionnel. Et là, c'est formidable, et on retombe sur les mots, parce que il gagne avec donc une décision du 6 juillet 2018, c'est 2018, donc c'est avant, 6 juillet 2018, qui reconnaît que la solidarité est un principe à valeur constitutionnelle. Puisque la fraternité, enfin c'est le terme de fraternité qui est utilisé, la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle, mais fraternité ici entendue comme solidarité. Depuis, on ne peut plus être condamné, on ne peut plus avoir de recours pour aide à personnes en situation irrégulière, on peut même dire que ça ferait partie des devoirs
du bon républicain français d'être solidaire. Il va falloir l'expliquer à un nombre assez important de personnages de la droite, voire l'extrême droite de l'échiquier. Mais Pas de politique. Pas de politique. mais pourquoi? Tout est politique, non? C'est pas ça l'histoire. Donc, par contre, il est encore illégal d'aider au passage de frontières. Voilà, donc j'ai pris cet exemple juste pour montrer que, de la même manière que les hashtags, de la même manière, le rapport au mot, il continue à être performatif. Et là, on voit bien que le rapport au mot, il est performatif, puisqu'on ne peut plus être condamné pour acte de solidarité, quel que soit le statut de la personne qu'on aide. Mais ça, à travers une brèche complètement. C'est-à-dire qu'en fait, il le fait par un acte où là, il n'est pas radical par choix, il n'est pas radical par... il est radical au sens où, pour lui, il n'a pas d'autre choix que d'aider les personnes qui arrivent chez lui, qui ont froid, qui ont faim. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Et ça va jusqu'à un changement juridique. Et très souvent, parce que dans le flanc radical, là, ce dont on parle en particulier, c'est vraiment, François, c'est cette idée là plus des répertoires d'action où on dit il faut un flanc radical pour que les négociations ou ceux qui sont perçus du coup comme plus réformistes soient audibles. Moi, on m'a beaucoup dit il fallait Malcolm X pour que Martin Luther King soit entendu. C'est un terme qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est la fenêtre d'Overton. Voilà. Et le flanc radical, l'utilité du flanc radical. Mais là, on n'entend pas radical au sens de racines, travailler sur les racines, mais sur le type de répertoire d'action. C'est absolument essentiel, ça, parce que il y a deux limites à ce qu'on vient de dire sur le fait que la radicalité, ça serait quelque chose au-delà du langage, quelque chose qui aurait lieu lorsque seule l'action directe politique fonctionne. D'abord, il y a le fait que dans la génération militante, activiste, politique, des luttes minoritaires d'aujourd'hui, celles des jeunes, ils ont cette culture que n'avait pas la génération précédente, c'est-à-dire plutôt la nôtre, du langage comme arme. Arme du pouvoir, puisqu'ils sont la première génération à reconnaître collectivement, unanimement, que le langage fait mal, détruit, est un poison, comme disait Klemperer, le linguiste juif qui s'est retrouvé dans la Deuxième Guerre mondiale coincé en plein pays nazi. Le langage est vraiment là pour ça. Et donc, ils en ont tiré, cette génération d'activistes, la conclusion qu'on peut inverser le langage ou le faire glisser, le déplier et en faire au contraire soit une arme de mobilisation, de vengeance ou de consolation, ou d'adoucissement, ou de guérison, ou de suturation. Donc le langage, c'est pas du tout secondaire, c'est effectivement là où le pouvoir a lieu et là où on peut le contrer. Et tout ça pour dire quoi? Pour dire très concrètement que, pour moi, est radical aujourd'hui tout un ensemble de revendications de cette génération militante sur les mots qu'on emploie. Sur ce fameux mot qui énerve tous les réacs, de mot de racisé. Ils disent, pourquoi est-ce que vous dites pas, vous ne désignez pas juste la race de cette personne, pourquoi vous dites racisé? Ils persistent à ne pas comprendre que racisé signifie que la race est de la construction d'un ensemble de stéréotypes, de représentations, qu'il n'y a rien d'objectif ou de biologique là-dedans. C'est ce que d'ailleurs qui sont très variés, nos préjugés à chacun et collectivement fabriquent comme objet. Donc il y a des mots, le mot de culture du viol qui les énerve tant, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas seulement le viol comme acte, mais qu'il y a un contexte qui le favorise, voire même qui y mène. Voilà. L'insistance sur l'usage des mots, sur les néologismes, parce qu'il y a des mots nouveaux, fait déjà du langage un site de combat radical. Donc ça, c'est sûr. Et puis ensuite, c'était justement le dernier cadre historique que j'avais pas tout à l'heure eu le temps de... Mais en fait, c'est de ma faute. Non, mais tu as bien fait, parce que sinon, on ne finira jamais. Mais il y a une autre histoire très ancienne, c'est que ces forces d'émancipation et de progrès, qu'autrefois on appelait la gauche, on ne sait plus trop si on doit employer le mot, sont divisées depuis toujours, finalement, comme tout mouvement social et historique mobile, spontané, quoi. Entre quoi? Entre radicaux et moins radicaux. Autrefois, on disait entre réformistes et révolutionnaires. Aujourd'hui, on dit entre jusqu'au boutistes et négociateurs. Voilà. Division que le pouvoir, évidemment, aggrave tout le temps. Et dans cette division, radical est devenu un gros mot.
C'est-à-dire que dans cette division, il y aurait ceux qui font un effort, qui négocient, qui sont prêts à aller tenter de modifier un texte de loi au Parlement, ou peut-être même à être un parti politique qui participera au prochain gouvernement, c'est ce que je veux dire. Et ceux qui, refusant tout ça, sont des irresponsables hystériques qui n'aiment que l'opposition pour l'opposition. Ça, voilà, ce discours-là qui a divisé depuis toujours les forces de progrès, à la gauche, voilà, il vient aussi de là, le mot radical. Donc il faut le sortir du bain d'insultes négatifs où il était plongé pour en refaire un truc bien. Et je crois que c'est ce que la génération d'aujourd'hui fait, quoi. Revenons sur le langage, là où je suis pas sûr d'avoir tout compris, c'est que vous dites que la génération précédente accordait beaucoup d'importance aux mots, parce qu'effectivement c'est la première génération qui comprenait que le langage était essentiel, mais et du coup j'allais dire la nôtre, mais les plus jeunes aussi, c'est ça ce que vous voulez dire, ou il n'y a pas que le langage aujourd'hui dans la radicalité? Non, je me suis mal fait comprendre. Il me semble que cette sensibilité au langage était beaucoup moins grande dans la génération précédente. Alors la génération précédente avait son langage radical. Hein. Si vous vous souvenez du langage gauchiste des années 70, effectivement, il y avait tout un ensemble d'insultes. Il y avait des codes, évidemment. Et si on avait le mauvais code, on était étiqueté. Mais il n'y avait pas cette déconstruction du langage dominant pour voir l'endroit où les mots font mal et pour voir l'endroit où on peut les changer. Ça, c'est le propre, me semble-t-il, des radicaux d'aujourd'hui, jeunes. Il y a un autre point qui mobilise, je trouve, pas mal dans les personnes que vous avez interrogées, Réjeanne Sénac, c'est la défiance envers les élections, la démocratie parlementaire. C'est quelque chose que vous avez aussi ressenti et qui fait un peu corps auprès des personnes que vous avez interrogées. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça aujourd'hui comme stratégie radicale si je reprends les exemples, c'est préférer faire des jardins partagés, une ZAD, plutôt que de se présenter à des élections, par exemple. Et cette question-là, aujourd'hui, dans les stratégies radicales, se pose. Alors, qu'il y ait une méfiance, une défiance et une forme de lassitude aussi, c'est certain. En sachant qu'il y a par exemple pas mal de gilets jaunes qui se sont quand même présentés aux élections, alors en plus dans un spectre assez différent. Mais Priscilla Ludowski, que j'ai interviewée, qui a combattu aussi par rapport au scandale du chlordécone, puisqu'elle vient des Antilles. Qui était une gilet jaune assez médiatique. Ouais. Voilà, qui est féministe, antiraciste, qui est vraiment... donc s'est présentée chez les Verts. Et il y a eu pas mal de listes citoyennes aussi au niveau municipal. Donc c'est pas aussi caricatural que ça, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a une méfiance vis-à-vis d'une démocratie qui a reproduit l'intérêt des plus privilégiés et qui n'a pas amené à porter ces enjeux. Et cette méfiance, elle est partagée. Par exemple, même j'ai interviewé le président de la Ligue des droits de l'homme. On peut se dire vraiment la Ligue des droits de l'homme, ils sont plutôt du côté des réformistes. Ils portent justement ces grands principes républicains du pays des Lumières. Et il me dit, Malik Salincourt, et il me dit, mais en fait, on ne peut pas arriver dans les territoires et leur dire, on va appliquer les beaux principes de la France exemplaire. Il faut déjà, en première instance, reconnaître notre héritage, qui est un héritage d'exclusion, de discrimination, pour pouvoir co-construire ensemble autre chose. Donc là, je crois qu'il y a les associations font ce travail quand même pas mal de questionnement et de critique. Les partis politiques ne sont pas forcément vus comme le lieu où c'est possible. Dans le même moment, il y a plus largement une méfiance vis-à-vis de tout type de grands récits, de rigidité. Et on me dit, en effet, il n'y aura pas de grand soir, il n'y aura pas de matin qui chante. Alors là, c'est un peu dur. Quand vous dites grand soir, c'est une révolution express. C'est la nuit du 4 août, la fin des privilèges. C'est cette idée que tout bascule. La réponse ne se fera pas sous forme révolutionnaire. Mais il y aura des jardins partagés. Alors bien sûr que les jardins partagés, c'est à entendre de manière symbolique, et pas seulement, puisqu'il y a aussi la permaculture. J'ai essayé de me plonger aussi, j'ai interviewé des permacultrices. Mais dans ce symbole-là, il y a cette idée qu'on fait commun en faisant en commun, le faire en commun. Et le ZAD, c'est ça aussi, c'est des utopies concrètes. Et donc, on ne va pas attendre que le monde change, les lendemains qui chantent. On va dès aujourd'hui, donc là c'est un peu aussi du Damasio, cette idée que dès aujourd'hui... Alain Damasio, auteur français de science-fiction. Ouais. Il va falloir dès aujourd'hui travailler à une cohérence dans nos vies individuelles. Donc,
tout ça pour vous dire que de la même manière que les mots, c'est ambivalent à la fois leur critique et leur usage. Et on voit bien d'ailleurs que chez les réactionnaires, pour moi, je suis persuadée, j'ai travaillé sur le mariage pour tous ou sur plein d'autres avancées, et j'ai toujours l'impression que les réactionnaires sont plus aigus sur la manière dont ils comprennent en quoi c'est transformateur que ceux qui portent eux-mêmes la transformation. Les réactionnaires, ils ont compris que le mariage pour tous mettait en danger l'hétéronormativité. Donc ce modèle d'un couple avec traditionnel, avec des répartitions des rôles, voilà. Beaucoup plus que ceux qui portaient le mariage pour tous, en tout cas ceux qui le votaient, qui disaient vous en faites pas, c'est juste, on va juste un peu plus loin en termes de sécularisation et de lutte contre les discriminations, mais on garde le modèle. De la même manière pour le langage, qu'est-ce qui agace plus un réactionnaire que le langage inclusif, qu'ils appellent, enfin, langage inclusif, ça les rend fous. Et donc c'est très intéressant. Moi, j'ai fait un débat il n'y a pas longtemps avec Pierre Vermeuren. Il a dit oui, j'ai vu que vous avez fait une tribune où vous défendez le langage égalitaire. C'était le plus grave que j'avais fait dans ma vie pour lui. Donc ça, c'est hyper intéressant, en fait. Il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi contre des violences de son compagnon ou son ex-compagnon. Il y a des violences de tout type. Mais ce qui est hyper grave, c'est le langage inclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose. C'est pas pour rien qu'on change les mots pour arriver à comprendre la complexité du monde et à donner de la place à autre chose. Alors, par rapport aux élections, je vous ai répondu de manière ambivalente parce que ce qui est remis en cause, c'est la sortie des premiers concernés, de tout mode de représentation. C'est pour ça qu'il y a aussi une critique des syndicats, une critique des assos, avec cette idée qu'on ne prend pas en compte les sujets. C'est-à-dire que même parmi les représentants, en effet, dans les associations, dans les syndicats, dans les partis, on voit très peu de personnes racisées, justement. On voit très peu de personnes en situation de handicap. Il y a assez peu de femmes. Peu de jeunes. Peu de jeunes. Peu de vieux. Très vieux, si. Il y en a. Et que donc, ce n'est pas un rejet de la politique ou un rejet de la représentation, mais un rejet de ce type de politique ou de représentation. C'est vraiment plus, on veut faire de la politique autrement. Et ces groupes-là, ou ces mobilisations ont été taxées d'être contre la démocratie et contre la République. Le plus grave, c'est d'être contre la République en France. Mais en fait, moi, ce que j'ai essayé de travailler, c'est en quoi c'était éminemment politique, puisque ça dit des rapports de domination, ça dit un rapport à ce qu'on considère comme juste, ça fait du collectif, ils font du collectif. Donc c'est en ça où il y a une ambivalence. Juste pour finir là-dessus, ce qu'on peut voir quand même comme danger, c'est qu'une partie de ces activistes ou de ces militants, étant donné qu'ils ne se retrouvent pas dans les partis politiques tels qu'ils existent et dans les candidats tels qu'ils existent, alors soit ils montent eux-mêmes leur liste. Il y a Nantes en commun, il y a plein de listes municipalistes. D'ailleurs, le municipalisme libertaire porte aussi, et là ils sont un peu moins libertaires, mais ils portent des listes au niveau municipal. Donc soit ils font ça, soit du coup ils s'abstiennent ou ils ne votent pas. Le danger quand même, c'est que si on n'a plus la démocratie libérale, on le voit à travers Trump par exemple, s'il n'y a plus la démocratie libérale qui permet d'avoir un cadrage du débat, on interdit des mots. C'est très intéressant. Trump, il interdit des mots, il interdit des recherches, il interdit des organisations. Voilà. Donc, si on veut continuer à pouvoir faire des jardins partagés, du faire en commun, il faut que la démocratie tienne, en fait, que ce cadrage qui permet le pluralisme tienne. Donc, il y a une ambivalence là. Continuons là-dessus, avec vous, François. Justement, c'est quoi votre position là-dessus? Je ne demande pas votre avis, c'est pas ça qui nous intéresse, mais de ce questionnement-là entre, en gros, y aller aux élections ou continuer à faire via des collectifs un autre mode de vie, mais à une échelle trop petite pour que ça devienne société ou un fait de société derrière. Là, peut-être qu'on est à un temps en 2025 où on peut faire la critique de ces stratégies militantes-là qui ont préféré faire en dehors plutôt que le passage à l'échelle. Il faut faire. Ces questions sont compliquées parce qu'il ne faut surtout pas les figer dans des positions éternelles.
C'est-à-dire imaginer que ceux qui font sécession, moi j'aime bien ce mot, hein, sécession, c'est bien de ça qu'il s'agit. Votre micro, pardon. Ceux qui décident d'habiter dans des ZAD, ils font sécession avec l'essentiel du système marchand, parfois du système légal, vous voyez, du système éducatif, etc. Donc c'est une forme de sécession, et il y a beaucoup de sécession. Et on est plus dans une époque où les alternatives, justement, radicales, là aussi du bon côté, hein, pas du côté fasciste, on prenne la forme de sécession. Mais pour autant, alors donc, du coup, on peut très bien avoir des démocrates classiques qui nous disent attention, c'est irresponsable, la démocratie a besoin d'eux, si on quitte le système, on ne va pas le résoudre. Ces stratégies-là ou ces choix-là sont des attitudes temporaires de transition dans des périodes historiques complexes comme celle d'aujourd'hui, où c'est la seule qui soit disponible, justement dans un répertoire possible d'action. Et en fait, on peut même définir radical comme une façon de se poser à la frontière du système et du hors-système pour le modifier. Pour moi, c'est vraiment ça. D'ailleurs, c'est intéressant. Si vous savez, on ne comprend pas le mot radical si on oublie qu'en France, il y avait des radicaux socialistes. Vous savez, le radical socialisme. Voilà, il y en a beaucoup dans le sud-ouest. Et alors, si on regarde ce que c'est comme politiquement, on dit mais quel rapport avec ça n'a rien de radical, d'accord? C'est parce qu'en fait, historiquement, au départ, alors ça a commencé en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle, ça s'est continué en France au milieu du XIXe. Il y a eu une lutte de gens pas ultra-révolutionnaires, hein, qui étaient des gens, des républicains, donc qui défendaient les principes républicains, pour le suffrage universel. Parce que le suffrage, à ce moment-là, du vote était censitaire. Il fallait être propriétaire de quelque chose pour avoir le droit de voter. Donc, alors, attention, universel, masculin. Voilà, masculin. Donc, c'était leur combat de l'époque. Effectivement, féminin, ils ne pouvaient pas l'imaginer. Mais bon, masculin, donc, pas, non censitaire. Bah, ce combat-là était un combat à la frontière, c'est-à-dire un combat hors système. Ce combat était illégal, ces gens étaient arrêtés, étaient jetés en prison. Et puis, l'évolution des systèmes politiques et des sociétés ont fait que ce suffrage, d'abord masculin, puis enfin universel, s'est imposé. Vous voyez, donc c'est toujours des gens qui se situent. En anglais, c'est pareil. Radical. C'est très intéressant ce terme en anglais. En anglais, ça a un sens très précis dans l'histoire politique des États-Unis. C'est la gauche, effectivement. Donc la gauche démocrate, modérée, celle du Parti démocrate. On ne dit pas du tout radical. Je vais faire le prof. Comment on dit? Comment on les appelle, ces gens-là? D'un mot qui est un faux ami, en fait, parce qu'on ne le comprend pas, nous, en français. Liberal. Et liberal, en anglais, ça ne veut pas du tout dire libéral au sens de l'économie. Ça veut dire de centre-gauche qui défend les libertés civiles, qui défend la tolérance, qui défend l'ouverture. Voilà, libéralisme politique. D'accord. Et à l'intérieur de cette même famille de la gauche, ceux qui disent non, ça ne suffit pas. Il faut retourner la table. On les appelle radical. Mais ils sont dans la même, vous voyez, ils sont dans la même famille. C'est Bernie Sanders pour le Parti démocrate d'aujourd'hui, vous voyez, bon, et encore plus à gauche. Donc, vous voyez, c'est pas des gens c'est pas des nihilistes qui s'excluent du système. C'est des gens qui se positionnent à sa frontière dans l'espoir, avec la stratégie de le faire évoluer, de le faire, effectivement, en général, inclure des populations, des droits, des enjeux nouveaux. Sauf que là, on est dans une période où on perd, on régresse, donc effectivement, le combat n'est pas le même. C'est un combat qui ne pourra qu'être radical. Ça va de soi, parce que les ennemis, désormais, enfin voilà, les quelques mots que tu as bien fait de dire sur Trump, nous rappellent, et vous avez bien compris que le Trumpisme est mondial, enfin, il a ses formes locales variées, que voilà, les débats, encore une fois, d'il y a 1 ou 2 ans, sur l'excès rhétorique ou l'excès de l'action de tel militant, non, c'est fini. Il y a maintenant un danger de régression qui met en danger des vies, vous voyez, ou des principes de liberté fondamentaux. Ce danger est tel que radical ou modéré, réformiste ou révolutionnaire, on va juste essayer de taire un peu nos divisions séculaires et tenter de faire barrage ensemble, parce que cet ensemble désormais est quantitativement crucial. Ça, c'est pas si nombreux que ça. C'est un vœu de votre part, ça. Bon, c'est pas un vœu, c'est-à-dire que après, on va pas faire de la sociologie politique et des statistiques, parce que ça n'a aucune valeur, mais on a tous la sensation, où qu'on aille, que cette engeance mondiale, la politique, si elle est majoritaire, c'est vraiment le temps d'une élection, et n'est pas systématique, n'est pas universelle, n'est pas une malédiction de l'humanité, qu'il y a beaucoup de gens que ça insupporte et qui sont prêts à se lever contre. Donc oui, non. Justement, on a fait une rencontre, notre première rencontre de l'année, c'était sur comment en tout cas en France,
et pas qu'en France du coup, mais on a pris l'exemple français et on se demandait qu'est-ce qui se passait en ce moment dans les médias et notamment la concentration, des propriétaires riches industriels plutôt à droite, voire à l'extrême droite, qui ont pris possession de beaucoup de médias et on voit notamment que cette extrémisation par la droite de certains médias a une conséquence sur l'ensemble des médias. En mars, il me semble, on a fait une rencontre sur le racisme. Comment expliquer encore aujourd'hui qu'on était dans une société raciste? Et on avait notamment une historienne, Aurélia Michel, qui nous racontait, qui faisait une forme de radicalisme dans le sens que vous évoquez, Réjeanne Sénac, qui interrogeait l'histoire de la colonisation française pour expliquer le racisme actuel. Mais on a l'impression aujourd'hui que cette démarche-là, dont vous parlez notamment dans votre livre, cette démarche, elle est un peu vaine par rapport effectivement à cette montée des extrêmes droites, montée du racisme, libéralisation des paroles les plus violentes. C'est pour ça que je veux rester moi sur ces stratégies des radicaux aujourd'hui et le questionner. C'est interroger, c'est bien, revenir à la racine, à la définition, déboulonner, c'est très bien. Mais une fois effectivement qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui reste? Et est-ce que les personnes que vous avez interrogées là peuvent répondre aujourd'hui à cette question-là? Est-ce qu'ils sont dans une optique, effectivement? Est-ce qu'ils sont assez puissants? Est-ce qu'ils en ont envie? Est-ce qu'ils sont capables de faire face, effectivement, à cette violence-là? Alors, je pense que déjà, ce qu'a dit François Cusset est important au sens où il y a une adaptabilité. Hein. Alors, c'est radical et fluide, le titre. Pourquoi fluide? Parce qu'il y a cette conscience que pour être efficace, il faut à la fois s'attacher et s'attaquer aux racines, aux causes, qui sont plutôt rhizomiques, hein, à la Deleuze-Derrida. C'est-à-dire, c'est pas des racines comme ça, il y a plein de niveaux. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Alors, si on dit racine, radical au sens de racine, on se dit qu'il n'y a qu'une seule raison, c'est le capitalisme tardif. Voilà. Si on dit les rhizomes, alors je ne suis pas une grande spécialiste des plantes, hein, excusez-moi, mais la manière dont c'est compris, par exemple, par les philosophes Deleuze-Guattari, c'est l'idée qu'on est à plusieurs plateaux, plusieurs niveaux, il y a plusieurs causes qui s'imbriquent, en fait. Les féministes, par exemple, elles disent... et celles qui sont qualifiées d'ailleurs de féministes radicales ou qui se qualifient de féministes radicales, elles disent on ne peut pas dissoudre la question féministe dans la question sociale. La lutte contre le capitalisme ne suffira pas. Le patriarcat s'imbrique dans le capitalisme, mais il ne s'y limite pas. Hein. Donc c'est là où c'est rhizomique. Hein. Il y a plusieurs... L'intersectionnalité. Voilà, plusieurs causes. Donc, voilà. Donc c'est à la fois radical et fluide au sens où l'idée, c'est qu'il n'y a jamais qu'une bonne tactique. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'ils me disent la pureté militante, en fait, ça nous tue. Ça nous tue parce qu'on se divise entre nous. Hein, il n'y a qu'une bonne manière d'agir. Alors c'est soit il faut être désobéissant, faire de la désobéissance civile, soit il faut au contraire travailler sur la négociation. Non, il y a l'idée que c'est plutôt de la diversité tactique, fluide au sens où on va intégrer des sujets qui n'existaient pas, et puis on va s'adapter au contexte. Et donc là, moi, je pense, sans naïveté, hein, mais qu'il y a quand même une prise de conscience. Hein. Trump, il est passé, non pas parce qu'il a eu plus de voix, mais parce que les démocrates ont moins voté. Hein. Quand on regarde le nombre de voix, il y a aussi ça. Donc, il y a plein d'autres explications, mais c'est intéressant de voir qu'il faut une mobilisation sans doute aussi électorale qu'on a eue. Hein. Le sursaut électoral au deuxième tour en France montre qu'il y a quand même une prise de conscience qu'il faut faire barrage électoral. Mais que ce n'est pas la seule modalité d'action et qu'on est vraiment dans quelque chose où on me dit beaucoup que l'efficacité est avant tout dans le fait de se sentir au bon endroit et efficace à sa manière. Et qu'il y en a qui vont être plus adaptés pour travailler en effet sur le droit, sur le plaidoyer, d'autres qui vont plus travailler sur la désobéissance, et puis des structures qui vont tout faire en même temps. L214, par exemple, ils font tout. Ils font des enquêtes dans les ambatoires, ils essayent de faire changer la loi. En même temps, ils font du partenariat avec par exemple, le Monoprix ou d'autres pour pas qu'ils vendent d'œufs de poules élevées en batterie. Enfin, voilà, c'est tout azimut, quoi. Et c'est ça qui est efficace, hein, en fait. Donc, là-dessus, sur qu'est-ce qui va porter, qu'est-ce qui va être efficace, pour pas être paralysé, il y a vraiment l'idée que voilà, il faut utiliser un peu toutes les modalités sans qu'elles se contredisent, c'est ça l'enjeu, hein, mais qu'elles soient en synergie, en n'oubliant pas la dimension électorale, en effet, qui peut sinon nous sortir les conditions de possibilité
hein, d'une vie qui est respectueuse du pluralisme et de l'intégrité de chaque individu. Donc là-dessus, je pense que c'est important. Et juste peut-être pour citer une citation que je trouve très belle, de celui qui a associé, même s'il a été critiqué par Hannah Arendt, mais Thoreau à la désobéissance civile. Henri David Thoreau. Qui dit, alors j'ai un très mauvais accent sud-ouest en anglais, mais ici ça peut aller. En français, vous l'avez aussi, non? Oui, non, mais maintenant c'est moins stigmatisant. Je l'ai un peu perdu. Donc, mais il dit que pour lui, l'essentiel est de faire en tout temps ce qu'il estime juste, quel qu'en soit le prix. Et on pourrait dire même quel qu'en soit l'impact. Enfin, moi là, je rajoute ça. C'est-à-dire que, en particulier les militants, on ne sait pas ce qui va vraiment porter. Est-ce que c'est les hashtags? Est-ce que c'est les manifs? Est-ce que c'est les négociations? Est-ce que c'est la désobéissance civile? Et en fait, c'est toute cette synergie-là qui porte. Et il y a une activiste animaliste, féministe, Sandra Guimarães, là, dans ma dernière recherche, qui vient des paysans sans terre au Brésil, qui est allée en Amazonie. Juste, je vais finir sur un juste paysans sans terre, rapidement. Oui, racontez ce que c'est paysans sans terre. Rapidement, c'est des habitants qui se sont levés contre des multinationales pour qu'ils puissent continuer à cultiver leurs terres au Brésil. Voilà. Et donc, elle me dit en fait qu'elle allait en Amazonie justement voir comment ces peuples qui ont déjà vécu la fin du monde il y a 5 siècles avec l'invasion de ce qu'on appelait les États-Unis, qui du coup, enfin l'Amérique, elle dit, eux, ils vont m'expliquer, ils vont me redonner espoir parce qu'ils vont m'expliquer comment on survit à la fin du monde, puisqu'on est en phase de fin du monde, vous avez remarqué. Donc, multiple, hein, la fin du monde, comme ça, on est bien. Enfin, on est très, très mal. Et donc, elle me dit... Pas de cynisme. Je vais sortir, c'est pas du cynisme, c'est de l'humour. Je sais que je suis pas douée, mais... Donc, je vais retrouver de l'espoir grâce à eux. Et donc, elle revient en Amazonie, elle me dit, il faut que je te parle, j'ai perdu l'espoir. Je dis, waouh. Et en fait, depuis, je vais beaucoup mieux. Parce que je pense qu'il faut qu'on s'émancipe de l'espoir. Il faut qu'on s'émancipe aussi de l'impact de nos actes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle me dit, en fait, quand elle est arrivée en Amazonie, qui brûle, elle a vu des populations locales malades, qui n'avaient qu'une envie, c'est avoir la clim et être en voiture pour arriver à survivre. Donc, ils n'étaient pas aussi cohérents que vous, qui avaient le luxe de pouvoir être écolo avec des vélos et tout ça. Ce qui fait vraiment trop chaud là-bas. Elle vous juge pas. Hein, non, mais... non, je fais pareil. Non, mais je tente de faire pareil. Mais la cohérence est un luxe. Et donc, elle me dit en fait, si on est dans un travail si on croit que l'espoir va nous sauver, parce qu'on va se dire, on va être efficace, voilà. En fait, on est paralysé parce que plus grand chose est efficace ou on ne sait pas ce qui est efficace. Et donc, la seule solution, c'est en effet de croire dans la synergie et de se dire qu'on ne peut pas mesurer l'impact, mais que si on est cohérent, c'est pour ça que Thoreau, je trouve ça intéressant, on va avoir une portée. Et donc, Hannah Arendt le critique en disant, en fait, c'est juste une forme de cohérence individuelle, il n'a pas vraiment de projet politique. Et pourtant, il a servi d'exemple à Gandhi, à Martin Luther King, avec cette idée qu'il a refusé de payer ses impôts en disant, je ne veux pas qu'un de mes $, contribue à la guerre au Mexique ou à la ségrégation raciale. Donc, ça peut apparaître une goutte d'eau et en même temps, ça a fait bouger pas mal de choses. Donc, voilà. Rapidement, et ensuite on passera à vos questions, à vous qui prenez le vélo et essayez d'être cohérent. Ça sera à vous après. Et du coup, vous n'aurez pas d'embouteillage, ça va être parfait. Hein. Vive la cohérence. Non, c'est important de parler de Thoreau parce qu'effectivement, ça nous rappelle que la radicalité peut être une attitude individuelle. C'est vrai qu'on peut dire Thoreau, quel parti, quel groupe, quel collectif. Non, il dit simplement lorsque la loi qui existe, là, qui est devant vous, contredit votre sentiment moral le plus évident, il est de votre devoir d'y désobéir. C'est tout ce qu'il dit. Et après, on en a fait une sorte de porte-drapeau de la non-violence. On a confondu désobéissance civile et non-violence. L'un n'implique pas du tout l'autre. D'ailleurs, Thoreau était fan des abolitionnistes très violents de son époque, ceux qui, vous savez, allaient tuer, massacrer les planteurs pour libérer les esclaves. Donc, il pensait qu'il n'y avait que la violence qui libérait ce pays de l'esclavage. Donc, c'était pas du tout un naïf. Mais voilà, il nous rappelle ça. Ce qui nous rappelle, voilà, que
Là aussi, là, il y a radicalité lorsqu'il y a une sorte d'engagement individuel. Ce que tu as dit aussi sur le... Je suis tellement content que le mot rhizome ait été employé, non pas que j'en ai beaucoup sur mon balcon à Paris, parce que je suis moi aussi en botanique pas assez calé, mais c'est cette idée que, puisque radical, c'est donc la racine du mot radical, c'est le mot racine, précisément, c'est pas des racines simples qui nous permettraient de nous sentir extérieurs au mal, entre guillemets, au système qu'on critique, contre lequel on lutte et on s'insurge. On en est toujours le relais. Alors, plus ou moins. On l'est moins, par exemple, lorsqu'il s'agit du système extractiviste, lorsqu'on a un vélo qu'une voiture. On l'est moins, voilà, globalement, lorsqu'on a une vie, un mode de vie parallèle dans une ZAD que lorsqu'on va au Hypermarché tous les week-ends. Mais tout ça est une affaire de degré. De toute façon, on y participe. Le reconnaître, pour moi, c'est de la radicalité intelligente. C'est-à-dire que toute autre forme d'attitude serait d'abord d'une part du radical chic, c'est-à-dire l'illusion d'une extériorité possible, qui finalement finit par de la rhétorique de salon. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que du coup, ce sera justement le grand soir, mais ce grand soir qui n'aura jamais lieu puisqu'on ne fera qu'en parler, quoi. Et voilà. Et d'un point de vue stratégique, puisque c'était la dernière question, du point de vue stratégique, c'est complètement inefficace. C'est pas ce qu'on est en train de faire là? Non, parce que regardez, on agit et on parle. On va agir après avoir parlé, agir avant de parler. Non, tout est possible. J'ajouterais un truc quand même, puisqu'on a parlé des États-Unis. Justement, il faut être stratégique. Il y a quelqu'un qu'on n'avait pas entendu depuis la reprise de pouvoir de Trump, c'est Barack Obama, qui est vraiment pas, pour moi, un radical. Vraiment pas, et tellement pas assez. Et quelle déception, ces 2 mandats. Mais c'est pas ça la question. C'est qu'il est enfin intervenu. Il a enfin dit quelque chose. Et il a dit quelque chose dans une grande université. Et il a tenu un étrange discours où il a dit, en gros, vous, universitaires, étudiants, enseignants, chercheurs, soyez stratégiques. Puisque les principes mêmes qui font vos institutions, votre liberté de parole, sont condamnés à mort, sont vraiment en danger de mort, soyez stratégiques, revenez à ces principes, et du coup, oubliez une certaine radicalité rhétorique que vous aviez l'année dernière quand il fallait qu'il y ait un certain nombre de minorités à chaque colloque, à chaque cours, à chaque machin. Oubliez ça provisoirement, car nous avons un autre combat à mener. C'est ça, être stratégique. Ça ne veut pas du tout dire que du coup c'est un salaud parce qu'il serait je ne sais pas quoi, anti-woke, et qu'il oublierait les minorités. Ça veut dire qu'il dit il y a plus urgent. Pendant que vous discutez, justement, que la radicalité est rhétorique, eux nous écrasent avec les chenilles d'un char. Donc puisqu'il y a urgence, soyez stratégiques. On aurait dû commencer par ça. Il y a tellement à dire, mais on va terminer là-dessus et on va prendre vos questions, vos remarques. Et en attendant, on peut déjà les applaudir. Merci beaucoup. On va prendre, n'hésitez pas à lever la main. On va passer avec le micro. Oui, on va commencer par là. Mais ensuite, la personne derrière avec le t-shirt blanc. Merci. Bonjour. Bon, déjà, merci pour cette intervention, ces interventions, parce que c'était super intéressant. Moi, je voulais rajouter un petit truc. Je pense qu'il y a une dimension qu'on a un peu évoquée, mais qu'on est passé un peu autour. En fait, c'est la notion de violence par rapport à la radicalité. C'est vrai qu'on a tendance à associer radicalité avec violence, ce qui n'est pas forcément égal, parce qu'effectivement, on peut être, comme vous l'avez dit, radicaux dans la non-violence. On peut être radical, notamment dans le statu quo. Moi, j'ai tendance à dire que les modérés, finalement, ne sont jamais que des radicaux du statu quo. Mais par contre, non, mais pour le coup, oui. Et par contre, moi, ce que je constate au quotidien parmi tous les gens radicaux que je peux côtoyer, c'est que la radicalité, elle naît dans la violence. C'est-à-dire que c'est parce qu'on subit une violence qu'on devient radical. Ça marche à la fois pour effectivement la radicalité de gauche, qui est effectivement face à la violence sociale. On pense notamment aux violences du père Camara qui disait qu'il y a 3 violences, la violence systémique, la violence révolutionnaire et la violence répressive, et qu'effectivement on a tendance à penser à la deuxième et on oublie les 2 autres. Excusez-moi. Et en fait, on a tendance à oublier que effectivement, même du côté réactionnaire, la violence en fait que eux perçoivent, c'est-à-dire que le mot Yel, par exemple, est considéré comme un 11 septembre pour eux, parce qu'effectivement, ils sont
ils se sentent attaqués dans leur modèle qu'ils défendent, dans lequel eux se sentent radicaux. Le pronom IL. Mais oui, le précise, le pronom, bien sûr. Oui, oui. Et oui, là-dessus, c'est que la radicalité naît pour moi dans la violence et malheureusement ne peut que évoluer vers plus de radicalité, plus de violence. Et finalement, oui, on finit par un point de rupture. On finit par un point où les inégalités sont trop exacerbées et on a le phénomène de révolution. Voilà. Bon, moi, c'est... Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup. Ouais. C'est tellement juste ce que vous venez de dire qu'il n'y a rien à ajouter. Sinon, peut-être qu'on peut distinguer, si vraiment on prend le concept de violence, il y a la violence impulsive, celle de l'impulsion, celle qui fait que si on vous insulte, vous pouvez réagir violemment, et la violence rationnelle. Et ce qu'utilisent les pouvoirs, c'est de pointer des violences soi-disant impulsives chez des gens, je sais pas, qui détruisent une vitrine ou qui font une action qui ne correspondrait pas au mode d'action autorisé, pour cacher la violence rationnelle, elle très propre, hein, en gants blancs, si on peut dire, d'un système absolument et ultra violent. C'est essentiel parce que, vous savez, je pense toujours, quand on parle violence, je pense toujours, vous vous souvenez les émeutes de banlieue de 2005, il y a longtemps, hein, il y a 20 ans. Les premiers reportages sur ces émeutes, donc c'était en novembre dans toutes les banlieues de France, hein, pas que l'Île-de-France, hein, pour le coup. Les premiers reportages étaient tous très biaisés, montraient soit des groupes de gens sortant d'une mosquée ou des groupes de femmes voilées, donc le lien entre des émeutes et une religion était fait de manière un peu hâtive, soit les moments où, les fins de nuit où vraiment on lance les derniers cocktails Molotov, on fait vraiment, on est dans le feu de l'action. Et les commentaires et les éditos de la presse, c'était que ces jeunes en banlieue étaient très très jeunes et qu'en tant qu'adolescents, ils étaient sans doute guidés avant tout par leurs hormones, c'est vraiment les mots qui étaient dans les commentaires, et que d'autre part, n'étant pas politisés, n'étant pas dans des collectifs, leur violence était impulsive, incontrôlée, nihiliste et irrationnelle et n'était donc pas la bonne. En fait, ils avaient tort. Si vous regardez exactement ce qu'ils brûlaient, ce qu'ils cassaient, ce qu'ils disaient, si on les interrogeait, c'était une violence politique et réfléchie qui, quand elle détruisait un abribus pour que demain les parents n'aillent plus au boulot, savaient exactement ce qu'elle faisait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on disait c'est spontané, c'est impulsif, c'est pas bien. Alors que la nôtre de violence, hein, celle qui vous envoie un SMS de licenciement, au moins elle est propre, c'est juste un SMS, ça fait pas mal physiquement. Vous voyez, bon. Un mail peut-être quand même. Texto, c'est... Oh, pardon, je viens de faire du cynisme, du coup. Merci. Ça vous va si on passe à la... Ouais. Oui, bien sûr. Évidemment. Ok. Bonsoir. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il faut que... On vous entend. Parité, une femme. Je vous remercie de cette démonstration. Merci beaucoup d'être là aussi. Je vous attendais, Réjeanne. Je vous lis depuis très longtemps et j'adore. Désolée pour vous, je vous connais pas. Voilà, un peu de... Hein, je soulève la question depuis longtemps sous ces écrits, la question du genre et de l'économie transformative, de l'économie sociale et solidaire, de l'économie du genre, vue sous l'axe de Hélène Périvier, par exemple. Qui est, pardon? Qui est direct... Allez-y, Réjeanne. Ah pardon, il n'y a qu'un micro? Pas beaucoup, non, qui est économiste et qui coordonne le programme genre à Sciences Po. Voilà. Donc j'ai une problématique qui tourne autour de ça. Vous avez parlé de Barack Obama qui nous propose d'être stratégique. Est-ce que selon vous, la stratégie, ça serait éventuellement d'obliger par exemple les Français à aller voter, comme c'est le cas en Belgique? Et on sait que la Belgique, à certains niveaux, a su faire front dans des moments de déstabilisation démocratique. Donc ça, c'est une première question. Et pensez-vous donc que l'économie du genre pourrait transformer nos préjugés? C'est Albert Einstein qui disait qu'il est plus facile de désagréger un atome qu'un préjugé, et y compris un préjugé radical. Donc, face à cette fluidité radicale, est-ce que des actions stratégiques peuvent aussi émerger dans ce sens-là, en tout cas sur un temps court, puisqu'on a une échéance un peu grande là qui nous arrive dessus? Merci. Merci. Alors déjà, merci.
donc pour rebondir aussi avec la première question, savoir de la même manière que savoir ce qui est radical, l'étiquetage de violence, de ce qui est de la violence est intéressant. Beaucoup des personnes que j'interviewe me disent c'est pas de la violence, c'est de la résistance. Et c'est en effet lié à ce que vous disiez sur le fait que ça répond à une violence subie, une violence structurelle. Donc il y a qu'est-ce qui est de la violence, hein. En effet, utiliser le pronom yel peut être vécu comme de la violence par des personnes qui ont une fragilité sexiste assez important. Non, mais c'est vrai, ils sont en fragilité. C'est gentiment dit. Ils sont en fragilité. Et donc, et pour autant, des fois, il vaut mieux ne pas en avoir pitié. Mais donc là, en termes de stratégie d'action, la stratégie d'action, je crois vous avez compris que à la fois les personnes que j'interviewe et moi, qui ai aussi une position normative, je considère qu'il n'y a pas qu'une seule bonne stratégie. Savoir si le fait de continuer à avoir foi dans le rapport au droit comme outil d'égalité, c'est beaucoup ce que j'ai entendu quand même. Alors, il y a quelques anarchistes, mais la plupart, il y a quand même l'idée que, et même Cédric Herrou, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il va quand même jusqu'au plus haut niveau juridique, et on voit que ça a des répercussions concrètes très, très importantes, très positives, et aussi pédagogiques, hein. Le fait de dire qu'être républicain, c'est être solidaire avec tout individu, quel que soit son statut, quelle que soit sa couleur de peau, je trouve que c'était magnifique, quoi. Enfin, moi, c'est une très, très belle victoire. De la même manière que l'affaire du siècle est beaucoup citée, qui a condamné l'État pour une action climatique, même si en termes de mise en œuvre, c'est plus compliqué. Donc, on voit que c'est aussi, en termes de politique publique, il y a aussi tout un travail à faire, et l'économie féministe, mais on peut aussi parler d'économie antiraciste, enfin de toute cette dimension-là. C'est l'idée, par exemple dans les mairies, à travers ce qu'on appelle le gender budgeting, de se demander comment on alloue les financements, et est-ce qu'un financement pour par exemple le stade, on joue au foot, non, ici, au rugby, voilà. Et donc comment est-ce que le financement du foot et du rugby, par exemple, est quand même assez genré, c'est-à-dire que je ne sais pas si l'équipe de foot féminine bordelaise est connue, un peu moins, non, ou l'équipe de rugby féminine. Et donc, par exemple, que ça soit plutôt affecté aux bibliothèques ou à d'autres services publics, bouscule ces enjeux. Donc, bien entendu que ça peut être, c'est des actions importantes. Sur le vote, hein, le rapport au vote, la question que vous me posiez, est-ce que rendre le vote obligatoire obligera les gens de gauche à aller voter? Parce qu'il faudrait que, par contre, alors voilà, ça, je sais pas. J'espère que les gens de gauche vont se dire qu'il faut aller voter, qu'il faut être stratège au sens aussi où le porte Obama, et qu'en face, il va y avoir une responsabilité aussi des candidats et des candidates pour qu'on ait envie d'aller voter pour eux. Et qu'ils ne soient pas non plus trop nombreux pour qu'ils aient une chance de gagner. En tout cas, c'est une question qui en effet se pose. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres J'avais des questions que sur ma gauche, pas sur ma droite. Ça, c'est étonnant. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Prenez le micro, ce sera plus simple. Ouais. Et moi, j'avais une dernière question après. Ça marche pas? Si. J'ai fait mon mémoire à Sciences Po sur le budget selon genre de la ville de Bordeaux, donc j'ai bien vu. Et je suis avec Timothée Duverger en ESS. Et là, actuellement, le foot est en danger à Bordeaux. Donc, ils sont en train de créer une coopérative, un modèle SCOP. Donc, c'est assez rigolo de voir que même dans le Capitalocène triomphant, on peut injecter de temps en temps des modèles radicaux. Et voilà. Et je pense que Bordeaux est pas mal au niveau laboratoire de ce qu'on peut commencer à faire. Voilà. Et pour la petite anecdote, j'avais posé la question à Macron avant qu'il soit élu sur l'obligation de faire voter les Français. C'était en 2017. Macron. Ah. J'ai vraiment compris Macron. Je suis désolée, je ne peux pas prononcer. Il me gonfle tellement que je l'appelle Macron. Okay. Et
Voilà. Et Macaron m'avait donc répondu avec un cynisme triomphant, totalement sophiste et très, très avant-coureur de sa faculté à nous totaliser l'espace français, qu'on n'obligeait pas les Français, justement. Et là, je me suis dit, aïe, 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 parce que c'est tout ce qu'il fait depuis une dizaine d'années. Et voilà. Donc j'espère que la gauche va s'unifier, oui. Pour revenir là, pas d'autres questions, remarques? Question du coup, si vous deviez, c'est une question difficile, mais je vais quand même la poser, c'est pas grave. Si vous deviez garder de ce qu'on a dit ce soir une action, un positionnement qui pourrait répondre aujourd'hui et qui serait efficace, qu'est-ce que vous garderiez dans tout ce qu'on s'est dit ce soir? Non. J'interviens toujours. Je pense qu'il faut rester en harmonie avec soi-même, quels que soient les langages qu'on utilise. Voilà, je pense que c'est important de faire, allez, on va dire une vieille expression, le ménage devant sa porte. Parce que de critiquer les autres, c'est toujours extrêmement facile, mais une introspection sur soi-même, c'est pas mal. Et je dis bon courage à tous nos jeunes, parce que je préfère avoir 67 ans que 20 ans. Franchement, je vous dis chapeau. Et il va vraiment falloir vous preniez les armes. On va pas retenir ça, mais des armes avec plein de S. Voilà. Merci. Non, mais j'ai quand même envie de vous entendre effectivement là-dessus. C'est si vous deux, hein, pas regardez pas vous deux là. Vous deux, le pont. Non. Non, mais ce serait intéressant. Effectivement, on parlait Enfin, on n'a pas parlé de prise de risque, mais ce que vient de dire la personne juste à l'instant là sur la question de la violence qui revient. J'ai fait exprès de ne pas poser la question de la violence. Effectivement, je vous trahis pas, Régine Sénac, en disant que vous avez une haine de la violence. Je fais exprès pour que vous réagissiez à ma question, pour que vous preniez le bâton. Voilà. On avait fait une rencontre il y a 3 ans sur la violence est-elle nécessaire, et c'était climat, inégalité, racisme, la violence est-elle nécessaire. Effectivement, on était ressorti sans réponse, on va dire claire, mais on avait beaucoup tourné autour. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est continuer de déboulonner, d'interroger, de questionner, de faire ce qu'on fait ce soir pour un plus grand nombre de personnes? Vous allez me dire que c'est tout ça à la fois, mais si vous deviez vous mouiller un petit peu, qu'est-ce que ce serait? Au point où on en est là. Alors, je suis contre la glanderie, mais bon. Violence. Donc déjà sur la violence, là aussi c'est un terme très polysémique, mais quand vous disiez que la radicalité est née de la violence, moi toutes les personnes que j'ai interviewées m'ont dit je me suis engagée parce que soit je suis premier concerné, j'ai subi des violences ou des injustices, soit j'en ai observé et je ne voulais pas être complice de ces injustices. Donc, quand vous parliez d'une cohérence individuelle, il n'y a jamais d'individu pur, abstrait. Il y a toujours un entremêlement de l'individuel et du politique et du collectif. Et c'est souvent par nos vécus intimes qu'on s'engage ou qu'on prend conscience que le sexisme existe. Pas parce qu'on a une jupe trop courte ou un pantalon trop serré, mais parce qu'on est perçu comme une femme dans l'espace public ou ailleurs. De la même manière pour le racisme. Voilà. Donc, cette idée de cohérence individuelle, elle n'a jamais de sens en dehors du contexte dans lequel on est, des interactions, voilà, du politique et du collectif. Moi, j'ai eu un peu de mal, dans le cadre de ma recherche, on m'a beaucoup dit, donc il n'y aura pas de grand soir, pas de matin qui chante, mais des jardins partagés. Et ensuite, quand je leur disais, votre diagnostic, il est très vaste, c'est qu'on vit dans une société, alors j'ai entendu le Capitalocène, on vit dans une société sexiste, raciste, écocidaire, dans une prise de conscience, en effet, qu'on est en train que Nancy Fraser appelle le capitalisme cannibale. En fait, notre mode de production et de consommation a complètement avalé, détruit notre environnement, nos corps, nous-mêmes, enfin, nos relations. Donc,
Face à ça, là, je suis allée tellement loin dans le terrible que je ne sais même plus où je voulais... Ouais, je n'osais pas vous ramener, j'osais pas vous ramener, mais vous êtes allé... Non, mais attendez. Oui, donc face à ça, et oui, c'est ça, c'est abyssal. Qu'est-ce qu'on fait? C'était ma question. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai répondu par taureau, donc toujours un aussi mauvais accent, qu'il fallait en effet se poser la question de nos cohérences et sans se laisser paralyser par les conséquences. Mais moi, je crois, puisque je voulais répondre sur la haine de la violence, c'est vrai que quand on est dans une société qui est éminemment violente, et quand on a un parcours qui nous a confrontés à ça, j'ai du mal, sans avoir du tout une lecture justement naïve à la fois du diagnostic ou des méthodes, j'ai du mal, moi, à croire que la violence, au sens de la destruction, hein, qui n'est pas du sabotage. Le sabotage, c'est une violence adressée sur... et ce qu'on qualifie d'éco-terroristes sont dans des logiques de sabotage. Hein. Mais que la montée en puissance de la violence comme seule réponse ou seule capacité de se mettre en rapport de force. Et pour moi, en effet, je considère un échec de notre parcours démocratique. C'est-à-dire que je fais une différence entre ceux qui sont dans des positions de résistance ou de défense et cette stratégie politique qui serait de la terre brûlée. Et il est vrai que moi, je ne considère pas, tant qu'on a le choix, que c'est une solution qui est la meilleure solution, en tout cas, si on me demande de choisir. Mais peut-être que c'est une réponse éminemment située de quelqu'un qui a compris très tôt que si je voulais m'en sortir, ce n'était pas en allant complètement faire le rapport de force uniquement par le physique. Vous voyez de quoi je parle. Enfin, voilà, je ne mesure pas 1,90 m. Et qu'il fallait trouver d'autres manières de se mettre en rapport de force. Donc, bien sûr que voilà, peut-être que mon regard, il est situé. Mais je trouve que là, la focalisation dans le débat, et en particulier dans le débat progressiste, sur quelle est la bonne solution et est-ce qu'on n'est pas lâche si on ne comprend pas qu'il faut faire du coup de poing, voilà, je trouve que ça nous empêche peut-être d'être au bon endroit en termes de diversité tactique et de préservation aussi de la démocratie libérale. Parce que dans ce sens-là, pour moi, être démocrate n'est absolument pas être faible. C'est au contraire aujourd'hui défendre la démocratie, et c'est sans doute ce que disait Obama, et le lieu pour moi où il faut être fort. On parle beaucoup de narration, de nouveaux récits. Pour moi, le récit qu'il faut se réapproprier, c'est celui de la démocratie et de la République au sens des principes de liberté, d'égalité et de solidarité pour toutes et pour tous. De quelle manière on va avoir besoin d'en passer par des rapports de force physiques? J'espère qu'il n'y aura pas à être dans cette stratégie-là. Merci. Désolé de vous avoir mis dans cette situation, mais je pense que c'était important d'avoir... Du coup, pardon, mais allez-y François Cusset. Non, mais je peux que... Je ne veux pas vous brider, mais... J'ai bien aimé le moment où tout à l'heure tu as requalifié, enfin tu as redéfini la violence et dit... on pourrait parler d'action de résistance directe, parce que le mot violence est beaucoup trop connoté. Il sert effectivement à disqualifier des modes d'action. Et si on commence à dire action de résistance directe, moi, ça me fait penser à... On peut finir justement sur un moment dans une ZAD, justement, pas très loin d'ici, celle qui était très active il y a une dizaine d'années, celle de Sivins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, celle où Rémi Fraisse, jeune activiste, a été tué par la police. Contre le barrage, oui. Voilà. Et en fait, il y avait des discussions sans fin, beaucoup plus animées qu'ici, et voire même très houleuses, sur le recours à la violence ou pas à la violence. Et il y a un des militants, je crois que c'est une militante, qui a écrit un petit texte extrêmement drôle qui s'intitulait « Un barrage contre le pacifisme ». Alors, c'est une allusion à un roman de Marguerite Duras, c'est pacifique, mais bon. Et dans la discussion entre militants de Sivins sur la violence, débarquait, comme ça, à l'âge qu'elle avait à l'époque, donc bien âgée, une résistante de la Deuxième Guerre mondiale, qui débarquait, qui atterrissait là, qui les écoutait d'une oreille, et qui, du coup, prenait la parole, leur disait « Mais vous perdez votre temps à vous diviser. Il y a juste des moments et des circonstances dans lesquelles
stratégiquement, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. La violence est nécessaire. Tout le reste du temps, il n'en est pas question. C'est tout. Le reste, on n'en parle pas. Vous perdez votre temps. Voilà. Ben, je pense qu'on est dans un de ces moments. Et moi, je finirai avec un tout petit point de démagogie. C'est toujours important, la démagogie. Ah, c'est dommage, c'était une belle conclusion. Ça. Non, mais si... Vous savez quoi? Vous êtes sûr, parce que vous pouvez tout gâcher, là. Bah, l'action directe dont on parle, là, il faut quand même noter. Alors, je veux surtout pas faire de généralisation générationnelle, mais noter que plus on est âgé, moins on est amené à en prendre le risque. Pourquoi? Pas parce que d'abord, il y a un risque physique que voilà, un corps plus âgé ne veut pas prendre. Il y a un risque social, voire même, enfin, je sais pas, moi, quand on a tous les mois un remboursement immobilier, vous voyez, enfin, on est plus ancré dans une vie ordinaire dans laquelle la cassure radicale avec sa vie habituelle pour s'engager n'est plus possible. Voilà. C'est aussi le danger. C'est ce qui fait que les révolutionnaires de 16 ans ont été d'immenses, voilà, ont été des gardes rouges d'une violence extrême, si vous voulez. Mais il y a cette histoire, il y a quand même cette histoire de jeunesse du monde. Et c'est pas que vous savez que la jeunesse n'est pas une affaire de date de naissance. Hein. Il y a des octogénaires qui sont beaucoup plus jeunes que des gens de 20 ans. Mais voilà, mais c'est quand même une affaire de courage de la radicalité qu'on n'a plus trop, malheureusement, et pas toujours, mais au bout d'un certain temps. Juste peut-être pour rebondir, je rapidement, citerai un animaliste trans qui m'expliquait, qui me disait en fait, pour avoir ce qu'on appelle le courage de la violence, il faut être un privilégié. Parce que si on n'est pas en position, par exemple, si on est réfugié, si on est en fragilité physique, mais en fait, on ne va pas pouvoir avoir ce rapport de force. C'est hyper viriliste et avec une logique un peu d'héroïsation qui donne pas forcément l'espace à tout le monde, à tous les individus dans cet espace de lutte. Et donc, je trouve qu'il y a aussi une vigilance à avoir avec ça. Je ne dis pas qu'il y a des moments où ce n'est pas nécessaire, mais cette esthétisation de la violence est aussi souvent l'apanage des plus forts, en tout cas souvent des héritiers, hein, et ceux qui peuvent vivre avec un RSA. Ça peut aussi être des personnes qui ne sont pas forcément obligées d'être dans la machine, de faire les métiers de personnes qu'on ne voit même pas et qui n'ont pas le choix, qui continuent à gagner le SMIC, voire moins. Donc c'est vrai qu'il faut, je trouve, être des fois un peu vigilant aussi sur l'exclusion que peut engendrer ça. Et les non-violents que j'ai interviewés, ou les désobéissances en tout cas non-violentes, mais qui pour autant sont perçus comme violents, par exemple l'Extinction Rebellion, Alternativa, en fait, ils mettent... Des associations écologistes. Écologistes, ils mettent les femmes un peu âgées devant parce qu'ils osent moins les bousculer, les CRS, voilà, et c'est elles qui prennent moins de risques. Et si elles se font attraper par la police, bah, voilà, elles seront moins en danger que les plus vulnérables. Donc c'est souvent aussi de ce fait-là, pas forcément... égalitaire dans la prise de risque. Donc voilà, il y a ceux qui n'ont rien à perdre ou ceux qui sont dans des logiques de défense. Et donc là, on va avoir les plus vulnérables. Mais en termes de stratégie politique, c'est quand même plutôt souvent des personnes qui sont en position protégée, qui peuvent se permettre d'avoir ces actions. Donc voilà, moi, avec la dimension aussi de la question sociale, la classe sociale, on voit bien que les anarchistes, ce n'est pas forcément les classes pop qui sont anarchistes de manière majoritaire. Donc, voilà, moi, j'ai rien contre les anarchistes, croyez pas ça. Hein. Mais il y a quand même aussi des vigilances à avoir et à se dire qu'on doit ne pas ériger la violence forcément en seule solution et comme la seule position courageuse ou efficace, et les désobéissances civiles non violentes disent la violence légitime, elle est du côté des autres. Et il y a cette idée, est-ce que c'est le plus efficace aussi d'utiliser la violence? Donc voilà, il y a cette dimension-là à prendre en considération. C'est bon. Merci beaucoup. On peut les réapplaudir. Merci. Trois petites choses avant de se quitter définitivement. On se retrouve le 12 juin prochain dans un mois pile pour parler de migration climatique, notamment de migration climatique en France métropolitaine, comme on disait à l'époque. C'est pour quand? Donc on parlera bien sûr du trait de côte en ce qui concerne plus directement le sud-ouest, mais pas que. Deuxième chose, Mola
Et là, sur votre gauche, pour les dédicaces des ouvrages des intervenantes et intervenants. Donc, je vous invite à filer directement là-bas avec les livres. Le bar reste ouvert, la terrasse reste ouverte si vous voulez encore discuter. Et d'ici là, merci beaucoup encore et au mois prochain. Bonne soirée à vous. Merci.